Nebo, ou la victoire du néant. Après l'Apocalypse, seules 2 villes se maintinrent, Nebo et la capitale. 2 factions se disputent leur ruine. D'une part, les nihilistes, qui désirent l'anéantissement de l'humanité. D'autre part, les rêveurs, qui tentent de reconstruire le monde. La ville de Nebo, officiellement dirigée par un despote aviné, se trouve de facto gérée par son adjoint, un fonctionnaire d'une grande probité, mais qui médite une sombre vengeance. Nos circonvolutions ne conduisent qu'à la négation de la négation. Tout s'achève par le vide. L'humaine engeance s'avère mauvaise en soi. Il faut l'exterminer. Elle ne peut pas continuer à souffrir inutilement. Dans le cadre de ce projet, Hamlet, le chef des nihilistes, aborda l'adjoint, l'officieux maître de la ville de Nebo. Avant d'opérer par la violence, à laquelle les nihilistes ne s'adonnaient qu'en dernière extrémité, ils souhaitaient négocier. Par ailleurs, Hamlet regrettait que sa dernière épître soit restée discourtoisement sans réponse. En effet, le maire de Nebo, incompétent et aviné, ne gérait même plus sa correspondance. Seul le hasard avait livré à l'adjoint la précieuse épître. Malgré notre désir insensé de lumière, nous ne sommes que des ombres irisées de poussière. À titre personnel, l'adjoint voulait encore croire en l'espérance, dans l'émergence d'autres choses. Néanmoins, il accepta de laisser les nihilistes prêcher sur son territoire, mais de manière pacifique. Par contre, touchant l'actuel édile, il souhaitait entrer en accord avec les nihilistes pour faciliter une désintégration de ces éléments constitutifs. Hamlet organisa au printemps une conférence autour d'Ophélie d'Elseneur. Il avait également eu écho des Freuden de l'édile. Il désirait également le voir passer ad patres hinc and hunc. Ils mirent donc en place une rencontre dans la caverne. La rencontre entre le sac à vin, autrement nommé l'édile du Mans mandaté par Sa Majesté, et Hamlet, le chef des nihilistes, se déroula sous la brume d'une grotte enténébrée. Elle n'en sortit point. Sa vengeance était accomplie. À la pâle lueur de la lune, il acquiesça son destin. Il ne lutterait plus pour la vie. Il choisirait la mort. Il écartait les effets de son instinct. À travers la fenêtre de sa couche se chut une fleur. Elle se posa sur ses paupières, lourdes d'un demi-sommeil. Par sa fragilité, il lui vint que l'existence, en tant que processus, se révélait inutile, instable et éphémère. Par quelle bizarrerie cette succession d'échanges biochimiques, anesthésiant les évidences, avait pu perdurer. Frêle illusion de l'espérance, il la serra dans son poing, il la versa dans une enveloppe. Peut-être une autre espèce la découvrirait-elle, peut-être entendrait-elle
C'est ineffable que, par ce geste, il voulait murmurer. Méditant un moyen de jeter ses concitoyens à leur perte, il sentait en lui une indésirable exécration. Il devait purifier ses intentions et ne désirer la mort de ses semblables que pour leur apporter la paix, et non pour se venger. Il misait sur leur inaptitude. Il annonça à sa communauté une guerre imminente. Il se divertissait à lever une armée. Il désigna comme chefs les plus médiocres. Il laissa aux vertueux les fonctions les plus subalternes. Plusieurs semaines s'écoulèrent sans messager ni bataille. Observant, dans une ineffable épiphanie, une infinité d'infimes songeries, l'adjoint considérait à présent les positions des nihilistes comme plus cohérentes que les siennes. Il acceptait la mort. Il ne combattrait plus. Il prépara ses compatriotes non pas à affronter les nihilistes, mais à périr. Il les livra comme des animaux dans un abattoir. Ce crime ne nuirait à personne. Par leurs trépas, les victimes atteignirent l'ataraxie. Il se montra assez confiant dans le sens moral des nihilistes pour qu'il leur épargne des douleurs superflues. Néanmoins, ces souffrances ne durèrent que quelques heures, alors que l'existence leur aurait apporté de continuelles désillusions. Aucun remords, aucun plaisir. Comme un cadavre, il exécuta sa trahison dans la plus grande apathie. Il n'envisageait la violence que comme un mal nécessaire. Les villageois ne notaient point que les dépenses militaires auxquelles ils consentaient instinctivement auraient dû servir à l'amélioration de leur entendement. Les premières flèches tombèrent. Pauvres marionnettes de la noirâtre lueur, les villageois occupèrent les positions que l'adjoint leur avait désignées. Les nihilistes descendirent de la montagne. Ces troupes, ramassées sur le flanc du relief, se situaient juste sous la nuée des flèches ennemies. Une seule charge suffit. Ensuite, les nihilistes, aussitôt descendus, exterminèrent les derniers fugitifs. Enfin, le silence l'emporta. L'adjoint découvrit alors le visage des fanatiques nihilistes qu'il avait si longtemps effrayés. Sur son registre d'état civil, il notait les décès. Cette démarche scripturaire surprit ses nouveaux alliés. Le général nihiliste rappela à ses troupes l'ordre donné la veille. Vérifier que personne n'ait survécu et attendre la nuit pour mettre fin à leur existence. En attendant, Hamlet raconta la chute de la capitale. Les nihilistes n'y étaient pour rien. Une guerre civile avait éclaté à la succession du monarque. Les massacres avaient dépassé l'imaginable. Les survivants, effrayés de tant d'ignominie, n'avaient opposé aucune résistance. Bientôt, il ne resta plus que 2 êtres humains, l'adjoint et Hamlet. Il fallait choisir. L'adjoint ne voulut pas mourir aussitôt. Il lui fallait tenir le registre.
l'humanité vaincue, la douleur abolie. Assis sur un rocher, je contemple le crépuscule. L'adjoint laissa son manuscrit à une indéterminable postérité. Pour sublimer l'histoire humaine, il ressentit l'absurde et intérieure nécessité de le rédiger. Dans l'aveuglant silence de la lucidité, sur le registre, il inscrivit la dernière minute, celle de son décès. Par le langage, il importe de parachever la réalité.